Partie 1. Quand vous prenez votre retraite, ne donnez jamais ce genre de choses à vos enfants, surtout après 70 ans. Dans une époque où les liens familiaux sont souvent mis à l'épreuve par les pressions de la vie moderne, l'histoire de M. Bernie remet en question notre compréhension de l'amour parental et des attentes. Imaginez consacrer toute votre vie à élever et soutenir vos enfants pour finalement vous sentir oublié et non apprécié dans vos années dorées. M. Bernie et sa femme, autrefois des parents dévoués qui n'ont ménagé aucun effort ni dépense pour offrir à leur fils les meilleures chances, se retrouvent maintenant à une croisée des chemins. Leur récit est un rappel poignant que bien que l'amour parental soit sans limite, il doit parfois affronter les dures réalités des dynamiques familiales changeantes. Plongez dans cette histoire captivante pour découvrir pourquoi M. Bernie choisit de préserver ses économies de retraite, privilégiant l'indépendance à un soutien inconditionnel, et ce que cela signifie pour les retraités confrontés à des dilemmes émotionnels et financiers similaires. Cependant, il existe des exceptions. M. Bernie, de notre quartier, n'est pas ainsi. Lui et sa femme étaient autrefois fonctionnaires, gagnant de bons salaires et économisant beaucoup d'argent. Maintenant, ils sont tous deux à la retraite et leur pension combinée dépasse les 5 000 $ américains. Malgré cela, ils n'ont pas donné un seul centime à leurs enfants depuis leur retraite, ce qui intrigue les gens. Alors que d'autres parents se précipitent pour donner de l'argent à leurs enfants, ils refusent fermement. À quoi peuvent-ils bien penser? Écoutons l'histoire de M. Bernie et comprenons les raisons derrière ça. M. Bernie dit « J'ai 72 ans cette année, retraité depuis 12 ans. Ma femme a 5 ans de moins que moi et est également retraitée depuis plus d'une décennie. Nous avons tous deux travaillé dans des entreprises publiques, si bien que nos pensions combinées dépassent 5 000 $ par mois. Avec de tels revenus, nous vivons confortablement, profitons de tout ce que nous voulons et voyageons à notre guise. Nous ne nous privons de rien. Après avoir travaillé dur toute notre vie, la retraite est le moment de profiter. Malgré notre situation aisée, nous n'avons jamais dépensé un centime pour nos enfants. Certains pourraient demander, avec des pensions si élevées, n'aurions-nous pas de l'argent de côté chaque mois pour aider nos enfants? Après tout, les jeunes ont la vie dure, et les parents devraient les aider. Cependant, ma femme et moi préférons garder l'argent pour nous, même s'il se déprécie, plutôt que de le dépenser pour nos enfants. Il continue. Nos actions ne sont pas sans cœur. Nous avons observé le comportement de nos 2 fils, ce qui nous a laissé froid. Ma femme et moi avons connu des difficultés dans la vie et savons à quel point la pauvreté est douloureuse. Quand notre situation s'est améliorée grâce à la fonction publique, nous étions très attentionnés et aimants envers nos 2 fils. Cependant, nous avions des limites. Nous ne lésignions pas sur les dépenses nécessaires, mais nous refusions fermement de dépenser pour des choses inutiles. Peut-être en raison de ma philosophie éducative, tactique et modérée, nos 2 fils ont toujours bien réussi. Ils étaient brillants à l'école et ont été admis dans des universités prestigieuses. Ils ont obtenu leur diplôme, trouvé un emploi dans de grandes villes, se sont mariés et ont eu des enfants. Tout s'est déroulé de manière fluide et stable. Beaucoup de gens nous admiraient, disant que nous les avions bien élevés. Nos fils sont devenus des cols blancs dans de grandes villes, réussissant leur carrière. M. Bernie ajoute, « Bien que nos 2 fils aient été remarquables, ma femme et moi avons fait beaucoup pour les aider à construire leur famille et leur carrière. Après que notre fils aîné a obtenu son diplôme universitaire, nous avons arrangé son travail dans une entreprise publique recommandée par une connaissance. Lorsqu'il s'est marié, nous avons payé l'acompte pour sa nouvelle maison, environ 100 000 $ américains. Plus tard, lorsqu'il a acheté une voiture, nous lui avons offert 5 000 $. Quant à notre fils cadet, sa spécialité à l'université était relativement impopulaire, ce qui a rendu difficile pour lui de trouver un emploi après l'obtention de son diplôme. Nous avons donc dépensé de l'argent pour l'envoyer poursuivre ses études. Il n'a obtenu un emploi stable qu'après de 30 ans. Lorsqu'il s'est marié, il a épousé une femme d'une autre province et nous avons dépensé plus de 50 000 $ pour sa dot.
De plus, nous avons acheté une maison pour les 2 frères, dépensant toutes les économies que nous avions accumulées pendant une demi-vie. Monsieur Bernie partage. Plus tard, ils ont tous deux eu des enfants. Alors ma femme et moi avons pris une retraite anticipée pour nous en occuper. Ma femme a pris sa retraite à 50 ans pour s'occuper de notre petit-fils aîné, et moi à 60 ans pour m'occuper de notre petite-fille cadette. Ce n'est que lorsque les 2 enfants ont commencé l'école que nous avons pu nous reposer. On peut dire que nous avons tout donné pour nos 2 fils, en leur consacrant tout. Nous pensions qu'avec notre dévouement désintéressé, ils finiraient par prendre soin de nous, mais au final, il n'y avait pas de piété filiale, seulement un désir de vivre à nos dépens. En général, là où il y a des personnes âgées, il y a un foyer, et les enfants devraient souvent rentrer à la maison pour rendre visite. Mais nos fils sont différents. Ils rentrent rarement à la maison pendant les fêtes et appellent peu. Notre fils aîné vit à seulement 300 km, à 4 heures de route, mais il ne vient qu'une fois par an, généralement pendant le Nouvel An chinois. Chaque fois, il arrive les mains vides et repart avec des cadeaux. Monsieur Bernie se souvient. Une année, alors que les enfants des voisins apportaient des sacs de provisions et des cadeaux pour leurs parents, notre fils aîné était extrêmement avare. Il est rentré chez nous avec son SUV, mais n'a apporté que 2 vêtements pour ma femme et moi, sans aucun cadeau pour le Nouvel An. Alors que d'autres enfants offrent des enveloppes rouges à leurs parents à la veille du Nouvel An, notre fils aîné ne l'a jamais fait. Seuls les petits-enfants ont été assez attentionnés pour nous donner leurs enveloppes rouges. Avant même la fin du Nouvel An, notre fils aîné repartait, emportant les provisions que nous avions préparées pour la famille. Cette année-là, j'ai trouvé que mon fils et ma belle-fille allaient trop loin. Alors je leur ai fait quelques remarques. Mon fils a répondu « De toute façon, vous êtes tous les 2 si vieux maintenant. Vous ne mangez pas beaucoup et c'est du gaspillage de laisser des choses à la maison. » Monsieur Bernie continue. Notre fils cadet était encore plus excessif. Quand nous lui avons acheté une maison, il a demandé de l'argent pour acheter une voiture. Quand il demandait de l'argent, son ton ressemblait à celui d'un bandit, disant directement « Papa, je veux acheter une voiture. Transfère-moi 70 000 $ tout de suite, fais-le maintenant. » J'étais très mal à l'aise avec cette attitude exigeante de mon fils. Cela me donnait l'impression qu'il pensait qu'il était le père et moi le fils. Alors, j'ai refusé. Bien que nous puissions nous permettre de lui donner 60 000 $, je n'aimais pas que mon fils demande de l'argent comme ça, surtout qu'il avait déjà une voiture. En acheter une autre aurait été un gaspillage. Monsieur Bernie explique. Plus tard, lorsqu'il n'a pas pu obtenir d'argent pour la voiture, il a trouvé d'autres moyens de demander de l'argent, disant qu'il en avait besoin pour rénover la maison ou démarrer une entreprise, demandant des dizaines de milliers chaque fois. Mais j'ai vu clair dans ses intentions et je ne lui ai donné qu'un peu d'argent à chaque fois. Contre toute attente, parce que je refusais de lui donner de l'argent, mon fils a commencé à nous maltraiter comme si nous l'avions offensé. Chaque fois qu'il revenait, il était froid et indifférent, repartant dès qu'il avait fini de manger, même quand nous lui demandions de rester plus longtemps. Il refusait sans cœur, disant qu'il était mal à l'aise de rester à la maison. Peu à peu, note M. Bernie, les actions de nos 2 fils nous ont de plus en plus refroidis. Il y a 4 ans, ma femme a été hospitalisée pour une arthrose. Bien que les frais médicaux pour la chirurgie et le traitement aient été couverts par nous, ma femme souhaitait que nos fils lui rendent visite. Cependant, les 2 fils ont évité de venir comme s'ils évitaient une peste. Aucun d'eux n'est revenu, comme si rendre visite à leur mère leur coûterait de l'argent. Finalement, les 2 filles n'ont passé qu'un simple coup de téléphone et n'ont montré aucune réelle préoccupation. Ce qui était à l'origine une opération simple a causé beaucoup de douleur à ma femme, pas une douleur physique, mais une douleur émotionnelle. À l'hôpital, d'autres patients étaient accompagnés de leurs enfants, mais nous n'avions que l'un l'autre, ce qui était assez pitoyable. Monsieur Bernie continue. Plus tard, alors que ma femme se remettait encore, je suis accidentellement tombé et me suis fracturé le pied.
À ce moment-là, le dos de ma femme n'allait pas bien et elle ne pouvait pas s'occuper de moi. J'ai voulu que nos 2 fils viennent nous aider, mais ils ont continué à trouver des excuses. L'un a dit qu'il était occupé par son travail, et l'autre a prétendu qu'il ne se sentait pas bien. Malgré mes explications sur la gravité de ma situation, ils ont tous les 2 dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Impuissant, j'ai dû dépenser de l'argent pour engager un aide-soignant. Cependant, pendant ma convalescence, j'ai découvert par mes petits-enfants que mon fils aîné avait emmené sa famille en vacances au bord de la mer et que mon fils cadet était parti faire de la randonnée. Savoir tout cela m'a brisé le cœur encore plus que la douleur physique. Après avoir vécu de telles choses, M. Bernier réfléchit. Les gens demandent si nous devons encore donner nos économies à nos fils. C'est pourquoi ma femme et moi nous sommes progressivement détachés de nos fils, ne comptant plus sur eux et ne plaçant plus nos espoirs de retraite en eux. Parce que nous sommes encore en vie et capables de nous occuper de nous-mêmes, s'ils nous traitent avec tant de froideur maintenant, ce serait pire si nous ne pouvions pas nous occuper de nous-mêmes à l'avenir. Par conséquent, nous avons décidé de garder fermement notre argent sans donner un centime à nos fils. Même en cas d'urgence, nous conserverons suffisamment de fonds pour notre propre retraite. Si nous ne pouvons pas prendre soin de nous dans notre vieillesse, nous n'allons pas compter sur nos fils, mais irons ensemble dans une maison de retraite. Bien qu'une maison de retraite manque de la chaleur familiale et de soins personnalisés, je crois qu'acheter des services avec de l'argent sera plus confortable et agréable que de compter sur nos fils. Peut-être que la situation de M. Bernier est rare, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Dans la société d'aujourd'hui, les émotions humaines sont aussi fragiles que du papier, et l'affection familiale n'est plus ce qu'elle était. Surtout maintenant, les jeunes poursuivent la liberté et l'épanouissement personnel, et il est rare de trouver quelqu'un complètement dévoué à ses parents. Alors, quand nous vieillissons, nous devons garder fermement nos économies pour la retraite. Si les enfants ont des difficultés, nous devons les aider, mais pas trop. Chacun doit faire face aux hauts et aux bas de la vie, et les enfants doivent affronter leurs propres épreuves. Ce que nous pouvons faire, c'est les aider dans la mesure de nos moyens lorsqu'ils sont en difficulté. Beaucoup de personnes âgées pensent à aider leurs enfants à élever leurs petits-enfants après la retraite. Mais de nos jours, beaucoup de jeunes préfèrent élever leurs enfants eux-mêmes et ne veulent pas que leurs parents s'en occupent. S'ils n'ont pas de petits-enfants à s'occuper, la vie à la retraite peut être ennuyeuse. S'il y a suffisamment de pension, la vie peut être gérable. Mais sans cela, les gens peuvent devenir anxieux à l'idée de gagner plus d'argent. Beaucoup de gens sont encore jeunes à 60 ans et peuvent travailler encore 5 ou 6 ans. Alors, quel type de travail peuvent-ils faire après la retraite? Aujourd'hui, je vais vous partager 4 types d'emplois que les retraités peuvent encore exercer. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. 1. La première catégorie est la sécurité communautaire. Beaucoup de gardiens de sécurité communautaire sont des personnes âgées retraitées. Si vous êtes retraité et en bonne santé, vous pouvez postuler pour devenir gardien de sécurité communautaire. Dans la communauté où je vis, plusieurs gardiens de sécurité sont des seniors retraités. Ils s'assoient tous les jours dans la cabine de sécurité, lisent un des journaux et aident à appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte quand quelqu'un passe. Le travail est relativement tranquille. Lorsque vous recherchez un emploi de sécurité, essayez d'éviter les communautés haut de gamme, car elles peuvent avoir une gestion stricte et ne pas embaucher de seniors retraités. Il est préférable de chercher des opportunités dans des communautés de niveau moyen à bas. Cependant, le travail de sécurité implique généralement des gardes de nuit. Mon oncle est devenu gardien de sécurité après sa retraite et a dû travailler de nuit, ce qui peut être fatigant. Soyez mentalement préparé à cela. Pour trouver un travail de sécurité, il est préférable de demander à quelqu'un que vous connaissez de vous le recommander. Si vous n'avez pas de relation,
Renseignez-vous auprès du bureau de gestion de la propriété communautaire. 2. La deuxième catégorie est d'être nounou. Madame Carine, 52 ans, a pris sa retraite il y a 2 ans avec une pension mensuelle de plus de 1500 $ américains. Son mari est décédé il y a de nombreuses années et sa fille unique étudie encore pour son master. Comme les parents de Madame Carine sont en bonne santé, elle ne se sentait pas épanouie en faisant des petits boulots comme travailler dans un supermarché ou garder des magasins. Elle a décidé d'explorer d'autres options. Un jour, elle était assise sur un banc en bas, perdue dans ses pensées, lorsqu'elle a discuté avec une vieille connaissance qui a mentionné son inconfort dû à sa situation actuelle. Il pouvait encore s'occuper de lui-même, mais sa fille unique était mariée et avait des enfants ailleurs, et il ne voulait pas la déranger. Il envisageait d'engager une nounou résidente, mais trouvait cela inutile, préférant quelqu'un pour cuisiner et nettoyer chaque semaine. Mme Carine a réalisé qu'il pourrait y avoir beaucoup de personnes âgées comme lui dans leur communauté et a décidé de devenir un nouveau type de nounou, non pas résidente, mais offrant une assistance selon les besoins. Elle a publié des messages dans son groupe communautaire proposant ses services pour cuisiner pour les personnes âgées ou aider les jeunes ayant besoin d'assistance. À sa grande surprise, elle a reçu des demandes de renseignements de la part des enfants de 3 personnes âgées cette nuit-là. Elle a commencé par cuisiner des repas en fonction de leurs préférences et les livrer. Peu à peu, elle a élargi ses services pour inclure le ménage et les accompagner à leurs rendez-vous médicaux. Après plus d'1 mois, Madame Carine a remarqué une demande croissante pour ce type de service parmi les personnes âgées, souvent négligées par leur famille. Elle n'avait pas seulement besoin de soutien matériel, mais désirait également de la compagnie et de la compréhension. Ses interactions avec les personnes âgées lui ont appris l'importance de l'empathie et de la communication. Elle a réalisé que beaucoup de personnes âgées voulaient simplement quelqu'un pour les écouter et apprécier leurs histoires. Au fil du temps, elle a offert une assistance pratique et un soutien émotionnel, enrichissant ainsi sa propre vie. Après 6 mois, elle a invité d'anciens collègues à se joindre à elle, formant une petite équipe pour fournir des services similaires et créer un environnement de soutien tant pour les personnes âgées que pour eux-mêmes. La troisième catégorie est de tenir un petit stand pour vendre des produits. Si vous avez des économies, vous pouvez acheter un petit chariot et installer un stand à l'entrée des supermarchés ou des centres commerciaux pour vendre des fruits ou des snacks. C'est une forme d'auto-emploi, bien qu'avec un certain risque financier. Ce n'est pas conseillé pour les retraités avec des fonds limités, car l'échec est possible. Cependant, pour ceux qui apprécient l'indépendance et ont de l'argent en réserve, cela pourrait valoir la peine d'essayer. Si vous avez un jardin et cultivez vos propres légumes, vous pouvez vendre votre production sur le stand. 4. Le 4e type est celui de plongeur dans un restaurant. Après la retraite, les femmes ne peuvent peut-être pas travailler comme agents de sécurité, comme les hommes, mais elles peuvent envisager de laver la vaisselle dans les restaurants. Ma tante a trouvé un emploi de plongeuse après sa retraite, travaillant dans un restaurant pendant les heures de déjeuner et de dîner, tout en ayant le reste de la journée libre pour se reposer. Cependant, le salaire peut ne pas être élevé. Des emplois similaires incluent les postes de personnel de ménage dans les hôtels. Après la retraite, si vous avez besoin d'un revenu supplémentaire, il est possible de trouver du travail. Avoir de l'argent procure un sentiment de sécurité, et être financièrement indépendant est important pour les retraités. Cependant, il est crucial de trouver un travail peu intense pour éviter tout surmenage, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé. La retraite devrait se concentrer sur le plaisir de la vie, avec le fait de gagner de l'argent comme considération secondaire. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vivre une vie simple et épargner peut suffire à vous soutenir. Enfin, je souhaite à tous les amis retraités une retraite heureuse et épanouissante. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans cette communauté. Partie 2. Ne vivez pas avec vos enfants. À un âge avancé, se rapprocher trop de vos enfants peut être un désastre. Dans les dernières années de la vie,
Les parents devraient-ils vivre avec leurs enfants ou poursuivre leurs propres rêves? Rencontrez Aura, une mère de 62 ans qui a osé défier la tradition et les attentes de la société. Après la mort de son mari et une décennie de solitude, elle a emménagé avec son fils et sa belle-fille, espérant trouver de la compagnie et des soins. Mais ce qui s'est déroulé était une dure réalité qui a transformé sa retraite en un cycle incessant de travail non rémunéré et de sacrifices non appréciés. Confrontée à un sentiment accablant d'être exploitée, Aura a fait un choix courageux qui a choqué sa famille et inspiré d'innombrables autres. Plongée dans son histoire puissante de résilience, de découverte de soi et de quête inébranlable du bonheur. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la question de savoir si les parents devraient vivre avec leurs enfants après qu'ils ont vieilli. Aura, 62 ans, est une mère de 2 enfants, un garçon et une fille. Sa fille est mariée. Après avoir pris sa retraite, Aura a d'abord emménagé avec son fils et sa femme. Cependant, 1 an après sa retraite, Aura a fait ses bagages et est retournée dans sa ville natale, ne s'impliquant jamais dans la famille de son fils et refusant de vivre avec eux. Regardons l'histoire d'Aura. Mon mari est décédé il y a 10 ans et depuis je vis seul. Quand j'ai eu 60 ans et que je suis parti à la retraite, mon fils s'inquiétait de ma solitude, alors il m'a invité à vivre avec eux. J'ai pensé que c'était un geste filial, alors j'ai accepté. Je suis allé vivre avec lui et au début, ma belle-fille me traitait bien. Nous nous entendions bien, elle me saluait souvent et me disait de ne pas trop faire de tâches ménagères, me suggérant d'aller danser, de me promener ou de discuter avec d'autres dames dehors. Mais avec le temps, ma belle-fille a commencé à me demander de faire plus de tâches. Cela a commencé par un peu de ménage, puis a évolué vers la cuisine et finalement à faire toutes les tâches ménagères et m'occuper des enfants. Je pensais que mon fils voulait que je profite de ma retraite, mais au lieu de cela, je me suis retrouvé à travailler comme une domestique non rémunérée, faisant tout pour leur famille. Avant ma retraite, j'avais des projets sur la façon dont je voulais passer ce moment de ma vie. Je voulais danser sur la place, élever un petit chien, cultiver des légumes et profiter d'une vie paisible dans ma ville natale. Ensuite, j'aurais pris le thé avec de vieux amis. Mais la réalité s'est avérée cruelle. Au lieu de profiter de la vie, je suis devenue une servante pour la famille de mon fils, sans aucun moment de liberté pour moi-même. Un samedi soir, alors que je faisais le ménage, mon fils et ma belle-fille ont mentionné en passant qu'ils prenaient 4 jours de vacances, me laissant m'occuper des enfants. Ils ne se souciaient même pas de ce que je ressentais. J'étais furieuse. Toutes les responsabilités à la maison semblaient retomber sur moi, pendant qu'ils profitaient de leur temps ensemble. J'étais laissé seul pour tout gérer. Chaque fois que je voulais rendre visite à des amis ou prendre une pause, il y avait toujours des tâches ménagères qui m'attendaient. Cela me semblait injuste qu'ils mènent une vie si confortable pendant que je travaillais sans relâche pour eux. J'ai passé des jours à réfléchir et j'ai finalement décidé que je devais vivre pour moi. J'ai donc dit à mon fils que j'allais rendre visite à une vieille amie pendant quelques jours et les laisser se débrouiller seuls. Ma belle-fille était contrariée, m'accusant de négliger mes devoirs. Mais j'étais déterminé. Il ne pouvait pas m'arrêter. Je suis retourné dans ma ville natale et j'ai enfin commencé à vivre la vie de retraite que j'avais imaginée. Je fais des choses que j'aime chaque jour et je me sens épanoui. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à me sacrifier pour les autres. J'ai déjà consacré la moitié de ma vie à mon fils. Il est temps qu'il assume la responsabilité de sa propre vie au lieu de compter sur moi. L'histoire d'Aura est un puissant témoignage de la force et de la résilience de l'esprit humain. Sa décision de quitter la maison de son fils et de retrouver son indépendance n'était pas seulement un acte de défi, mais une déclaration audacieuse de son droit à vivre sa vie selon ses propres termes. Ce geste courageux a brisé les attentes traditionnelles placées sur les parents vieillissants, remettant en question l'idée que leur rôle principal est de servir leurs enfants sans fin. Alors qu'elle faisait ses bagages et retournait dans sa ville natale, Aura ne quittait pas seulement une vie de servitude non rémunérée, elle entamait un nouveau chapitre rempli de possibilités
et d'épanouissement personnel. Son histoire résonne profondément, en particulier auprès des personnes âgées, qui se trouvent souvent déchirées entre les obligations familiales et leurs propres désirs. L'expérience d'Aura souligne l'importance de fixer des limites et de privilégier son bien-être, même face aux pressions sociales et aux attentes familiales. De nouveau seule, Aura a embrassé la liberté qu'elle avait longtemps espérée. Elle a passé ses journées à danser sur la place, à élever un petit chien et à cultiver des légumes dans son jardin. Ces plaisirs simples, qu'elle avait un jour rêvés, sont devenus sa réalité. Elle a renoué avec de vieux amis, partageant des rires et des histoires autour d'un thé, savourant la richesse d'une vie qu'elle avait retrouvée. Le parcours d'Aura est un rappel poignant qu'il n'est jamais trop tard pour rechercher le bonheur et l'épanouissement. Son histoire nous incite tous à réfléchir sur la qualité de nos propres vies et les choix que nous faisons. C'est un appel à l'action pour les personnes âgées, les encourageant à défendre leur droit à vivre de manière indépendante et joyeuse, refusant d'être accablés par des sacrifices non appréciés. Dans un monde où le vieillissement est souvent accompagné de moindres attentes et de demandes croissantes, le récit d'Aura est un phare d'espoir et d'inspiration. Il nous rappelle que le respect de soi et le bonheur personnel sont primordiaux et que chaque individu, quel que soit son âge, mérite de vivre une vie remplie de joie, de sens et de dignité. Que l'histoire d'Aura vous inspire à reprendre votre bonheur et à vivre audacieusement, sans compromis et librement. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.